Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Swag Radio, la voix qui informe, éclaire et rassemble la communauté. On s'est écouté le grand journal présenté par Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude. Tout de suite, voici les infos. L'Iran et les États-Unis reprennent les négociations nucléaires de Genève sur fond de différends concernant les missiles et les mandataires, tandis que l'Iran organise des manœuvres militaires dans le détroit stratégique d'Ormuz. Écoutons un récit signé Euronews dans ce grand journal. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères à Genève pour poursuivre les pourparlers avec les États-Unis. Les discussions indirectes entre émissaires de Téhéran et de Washington débutent ce mardi à Genève sous la médiation d'Oman. Sujet central des discussions, le nucléaire iranien. Washington souhaite les élargir pour y inclure notamment les missiles balistiques. Une option que Téhéran a rejetée à plusieurs reprises dans le passé. Les États-Unis et l'Iran avaient repris des pourparlers début février à Oman. Cette session était la première depuis l'interruption des précédentes négociations en juin en raison de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Les États-Unis avaient alors bombardé des sites nucléaires iraniens. Dimanche, Téhéran s'est dite prête à un compromis sur son stock d'uranium enrichi si Washington levait les sanctions qui pénalisent lourdement l'économie iranienne. Parlons de la guerre en Ukraine. Des délégations ukrainiennes et russes se réunissent à Genève pour un nouveau cycle de 2 jours de négociations, chapeauté par les États-Unis en vue d'avancer vers une issue à leur conflit. Une réunion qui devrait être centrée sur la question des territoires. Le principal point de contentieux, le récit est signé Cyrine Bey de Radio de France 24 dans ce grand journal. Voici ce qu'il reste d'une chambre d'hôpital à Kherson. L'établissement a été visé par des drones russes ce lundi en début de journée. Les systèmes de chauffage et d'alimentation en eau ont été sérieusement endommagés. Il y a beaucoup de dégâts au 3e, au 4e étage et des fenêtres brisées au 1er et 2e étage. 2 membres du personnel médical ont été blessés. Ils se trouvaient dans l'enceinte du bâtiment. Dans tout le pays, les Ukrainiens subissent toujours les effets de la guerre, alors que de nouveaux pourparlers de paix doivent se tenir ces prochains jours à Genève. C'est dans cet hôtel que se rencontreront les délégations ukrainiennes et russes, sous l'égide des États-Unis. Les Américains seront représentés par Jared Kushner et Steve Witkoff, les émissaires de Donald Trump. Volodymyr Zelensky, lui, ne sera pas présent. Lors d'une rencontre à Kiev avec des sénateurs démocrates, le président ukrainien a tout de même fait part de ses idées pour de nouvelles sanctions contre les Russes. Ce que nous devons faire, c'est sanctionner ce qui touche à l'énergie nucléaire russe, comme la société Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique, ses dirigeants ainsi que tout le système et ses entreprises. Cela affecterait beaucoup la Russie. Du côté de Moscou, tout sera fait pour insister sur les concessions territoriales de l'Ukraine, dont l'armée a réussi à reprendre en seulement quelques jours plus de 200 km de territoire aux Russes. Toujours zoom sur le conflit ukrainien, un round sur haute pression. Ce nouveau cycle de pourparlers se déroule au Palais des Nations sous l'égide de médiateurs internationaux. Les discussions portent principalement sur des questions sensibles liées à la sécurité, à la coopération économique et au engagement politique. Les précédentes sessions avaient permis d'établir un cadre de dialogue, mais les divergences sur les mécanismes d'application et les garanties mutuelles restent profondes. Qu'autant un récit signé RT dans ce grand journal. Nous sommes devant l'Intercontinental à Genève, en Suisse. C'est ici, à l'intérieur de cet hôtel qui se trouve derrière moi, que l'avenir de la guerre en Ukraine se joue peut-être ici et maintenant. C'est 17 et 18 février. Les délégations russes, ukrainiennes et américaines se retrouvent en effet pour le 3e round des négociations depuis le début de l'année 2026, après ceux d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, avec évidemment l'objectif de trouver
un compromis de part et d'autre pour aboutir à une résolution du conflit. La perspective de la fin de la guerre en Ukraine intéresse évidemment beaucoup de monde, puisque vous le voyez à ma droite, on retrouve des dizaines de journalistes internationaux venus des 4 coins du monde. Alors on retrouve évidemment des journalistes russes, américains, mais aussi turcs, français ou encore suisses. Je le disais, la fin de la guerre en Ukraine se joue peut-être ici et maintenant, ces 17 et 18 février à Genève, en Suisse. Pour parler ce mardi 17 février, c'est entre les Ukrainiens et les Russes. François Martin, géopolitologue, concernant les pourparlers tripartites sur le conflit ukrainien, qui ont prévu pour aujourd'hui, le mardi 7 février, a été sur RT. Il a fait un vrai zooming sur la situation. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Monsieur Martin, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Monsieur Martin. Merci d'être là. À chaque fois que je vous interroge par rapport au conflit ukrainien, vous dites que ces négociations ne sont que de façade. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis la conférence de Munich sur la sécurité et le changement de rhétorique américain qui va dans le sens de la Hongrie et de la Slovaquie en ce moment ? Non, je n'ai pas changé d'avis, absolument pas. Et pour une raison simple, c'est que, en fait, celui qui a la clé, c'est Vladimir Poutine. Et c'est une clé militaire. Pourquoi ? Parce que celui qui pourrait donner son accord et discuter, c'est Zelensky qui est au milieu. Mais Zelensky a reçu des Européens 90 milliards. Donc, il a besoin que ça dure pour qu'il reçoive ces 90 milliards et qu'il distribue ça à ses copains, à la camarilla de pirates et de voleurs qui sont autour de lui. Sinon, il sera renversé ou il sera assassiné. Donc, lui n'arrêtera pas. Vladimir Poutine le sait très bien et il sait que la négociation n'aboutira pas pour cette raison. Et Trump, lui, sait aussi que les choses ne s'arrêteront que lorsque Vladimir Poutine l'aura décidé, parce qu'il aura atteint ses objectifs militaires. Et Trump, à mon avis, ne peut faire qu'une chose dans ces circonstances, c'est d'habiller, en fait, son impuissance, ce qu'il fait très bien d'ailleurs en se positionnant comme un monsieur bons offices, alors qu'il est lui-même le chef si vous voulez, tout en disant qu'il veut la paix, il est en fait le sponsor de l'Ukraine. Et la personne qui peut arrêter le conflit à tout moment en arrêtant la couverture Starlink, mais il ne le fait pas parce que les anti-russes qui sont autour de lui ne veulent pas qu'il endosse la défaite et ils veulent que ce soit Zelensky qui se rende. Or, Zelensky, il a reçu 90 milliards des Européens précisément pour ne pas se rendre, parce que les Européens cherchent une chose, en fait, dans cette affaire, ce n'est pas de faire la guerre à M. Poutine, mais c'est de faire la guerre à M. Trump, pour que M. Trump s'embourbe dans cette guerre et qu'il perde ses élections de mi-mandat. Donc tout est bloqué. Ouais. Tout le monde fait semblant et tout est bloqué. Et je dirais, et je vais terminer avec ça, que même M. Poutine fait semblant aussi, parce que lui, ce qui l'intéresse dans cette affaire, dans une certaine mesure, c'est de sauver la face de Trump. Donc s'il dit non, on négocie pas, on négocie pas, on négocie pas, Trump va passer pour un idiot, pour un faible, et risque de perdre les élections de mi-mandat. Donc tout le monde sait que Poutine s'arrêtera lorsqu'il aura atteint ses objectifs, mais pour un certain nombre de raisons, en fait, on fait semblant de discuter, mais les choses ne sont pas mûres. Ce qui n'empêche pas de préparer, de discuter, de parler des territoires, et les Russes ont tout à fait raison, mais je pense que ce n'est pas mûr du tout, pour une raison principale, c'est que Zelensky a... Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a prôné samedi 14 février devant la conférence de Munich sur la sécurité une restauration de l'ordre mondial sous la présidence de Donald Trump, tout en appelant à une Europe forte et en rejetant toute division
Écoutons un reportage signé TVA dans ce grand journal. Des dirigeants du monde entier se sont réunis à Munich ces derniers jours pour la 61e conférence sur la sécurité. Mais c'est le discours du secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a marqué les esprits. Le chef de la diplomatie américaine a appelé les Européens à joindre le nouvel ordre mondial proposé par le président américain, en étant très clair, la révolution de Donald Trump se fera avec ou sans l'Europe. It is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. Même si le discours de Marco Rubio fut beaucoup moins incendiaire que celui du vice-président J.D. Vance devant le même forum l'an dernier, des flèches ont tout de même été lancées envers l'Europe. Les Américains appellent les Européens à réduire leur dépendance envers les États-Unis. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump accuse plusieurs pays de ne pas payer leur juste part, en remettant en question l'existence d'organisations majeures comme l'ONU. Des attaques qui héritent des représentants de l'Union européenne. For me, every time I hear this European bashing, it's very in fashion right now. So I'm thinking of what is the alternative. Sans surprise, la guerre en Ukraine a été au cœur des discussions. Lors de son discours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est montré frustré face à la stagnation des négociations pour la fin du conflit. Le dirigeant ukrainien dénonce le fait que seule l'Ukraine doit faire des concessions, tandis que la Russie échappe aux mêmes exigences. Une autre ronde de négociations est prévue lors des prochains jours en Suisse. The Americans often return to the topic of concessions, and too often those concessions are discussed in the context only of Ukraine, not Russia. Grand absent de cette conférence sur la sécurité de Munich, le premier ministre canadien Mark Carney a pris la décision d'annuler sa présence en Allemagne après la fusillade mortelle de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Le dirigeant canadien a plutôt choisi de se rendre auprès des familles endeuillées. Étienne Malouin, TVA Nouvelles. De retour pour la suite de ce grand journal. Pour ce aujourd'hui, mardi 17 février 2026, c'est le Mardi Gras. Eh oui, voici le carnaval et voici le Mardi Gras. Chantons, crions ensemble. Voilà, tralalala. Eh bien. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Swag Radio, c'est l'énergie, le feu et l'attitude. Écoutez Swag Radio 24h sur 24 sur Alexa. Passez la commande Alexa chez vous pour écouter Swag Radio, Alexa Open, Swag Radio. Et P-News, pour rester bien informé, infos sans cassure et sans bavure, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Et allez manger à Bordeaux du Café Créole, des mets délicieux Bordeaux du Café Créole. En 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 14 25. Parlons de la mort de J.C. Jackson. L'Amérique perd une figure emblématique des droits civiques. Les États-Unis sont en deuil après l'annonce du décès de J.C. Jackson, figure historique du mouvement des droits civiques et ancien candidat à la présidence américaine. Pasteur, baptiste, militant infatigable et fondateur de la Rainbow Push Coalition, il a consacré plus de 6 décennies à la lutte contre la discrimination raciale et les inégalités sociales. Il est né le 8 octobre 1941 à Grenville, en Caroline du Sud. J.C. Jackson s'y est illustré dans les années 60 aux côtés du leader emblématique Martin Luther King Jr. Après l'assassinat du King en 1968, il s'est imposé comme l'un des visages les plus influents du combat pour la justice raciale aux États-Unis. Dans les années 80, il marque l'histoire politique en devenant l'un des premiers Afro-Américains à briguer sérieusement l'investiture démocrate pour la présidence en 1984. Puis en 1988, ses campagnes ont ouvert la voie à une participation publique politique accrue des minorités inspirées toute une génération de leaders. Paix à son âme, la mort de J.C. Jackson. Parlons du carnaval. C'est le Mardi Gras. Les rues animées de Port-au-Prince depuis dimanche
ont vibré au rythme du lancement officiel de la saison du carnaval 26 en Haïti, sous le thème national Haïti devant. Devant cette édition du carnaval, symbole de joie populaire, de créativité culturelle, de fierté nationale, marque le début de plusieurs semaines de festivités qui culmineront lors des célèbres jours gras en février. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Dans le pays d'Haïti, mon problème qui est arrivé, mais je dis à l'arrivée faite. Okay? Mais il n'est pas fait, Jean-Paul l'a fait là, mais quand même il fait. Et à partir de aujourd'hui, je pense qu'il y a une délivrance pour le pays d'Haïti. Je pense qu'il y a un bagage qui a privé quand même. Et l'une corrige l'autre, l'une comprend l'autre, l'une gère l'autre, l'une garder comment, l'une arriver avec l'autre. C'est pour nous mettre tête ensemble et puis pour après le pays pour aller les gens nous faire. Toujours dans le carnaval en Haïti, alors que les festivités du carnaval battaient leur plein pour le deuxième jour gras, les tirs entendus en fin d'après-midi au niveau de Champ-de-Mars ont semé la panique parmi les milliers de carnavaliers présents sur les lieux. Selon plusieurs témoins, des coups de feu ont retenti à proximité du parc officiel provoquant un mouvement de foule soudain. Les participants ont couru dans toutes les directions, cherchant à se mettre à l'abri derrière des stands, pas des stands, derrière les petits marchands ambulants. Et des parents tentaient de protéger leurs enfants dans la confusion générale. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Parce que c'est bien un pile détonation. C'est bien un pile détonation. Toujours le carnaval, aujourd'hui c'est le Mardi Gras, nous irons en Martinique. Chez Martinique, premier mouvement tambour, Bourg-Canal, une appellation qui est synonyme. Interrogation pour tous ceux qui, à l'occasion, prononcent ce mot. C'est ce quartier de Fort-de-France, jouxtant le carnaval. Les versants qui naquit de l'exode rural de la société martiniquaise au début du siècle. Créée en 1913, cette dynamique sociale du quartier représentante du terroir a choisi la rue comme domaine de prédilection et remarquable fut l'influence de la rue sur le carnaval. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Là, j'ai changé la peau, la partie aiguë. Je répare un peu les instruments, de petit bois jusqu'à basse, petit bois, médium, doum-bédoum. Pendant le carnaval, nous ne pouvons pas régler, nous presque pas gagner temps pour régler pendant le carnaval. Ni régler, ni changer la peau. Il faut toujours régler pour avoir un bon son, pour écouter une bonne musique. Et il faut penser aux gens qui écoutent lorsque le groupe passe. Là, on voit, on est bien réglé, c'est amusant lorsqu'on regarde le public avec un sourire et qui nous demande de rester, de ne pas bouger. Calenbois, nous cachons musique Calenbois. C'est un compressé, on va dire, de musique de chez nous, Calenda et Chouval-Bois. Donc on a fait un mélange d'un mix des deux, donc ça nous donne la rythmique Calenbois. À l'entour des tambours, c'est vraiment être
on est fédérateur, c'est-à-dire qu'on est en phase avec notre culture, le tambour de chez nous, les rythmes de chez nous qu'on transpose sous les tambours de rue, mais ce n'est pas seulement ce travail-là, c'est vraiment un travail de prise de conscience. Pour montrer que le tambour, il parle là, il touche tout le monde à travers le monde. Le tambour bacchanal avant tout, c'est un mouvement culturel. Quand je dis mouvement culturel, c'est-à-dire qu'on joue au carnaval, mais nous pas qu'à faire carnaval. C'est-à-dire que c'est toute l'année, l'association, enfin le mouvement culturel tambour bacchanal, c'est toute l'année. Là-haut qui dit belle, non moi aller. Moi monter là-haut, oui, en vérité, moi monter là-haut. Là-haut maman, là-haut. Là-haut qui dit tant pour moi aller. Moi monter là-haut, oui, en vérité, moi monter là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Carnaval, réjouissance populaire au Brésil. Le carnaval bat son plein au Brésil. Le président Lula, qui brigue un nouveau mandat, a fait l'objet d'un vibrant hommage durant le défilé à Rio. Une présence qui a été dénoncée comme une opération de propagande déguisée par ses opposants politiques. Les explications d'Anne-Dominique Correa, correspondante de Radio-Canada au Brésil. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Alors, vous le voyez, cette statue géante ou ce bricolage géant, le président brésilien Lula au devant de la scène au célèbre carnaval de Rio. Et ça sème la controverse. On va en parler à l'instant avec Anne-Dominique Correa, qui est correspondante à Rio de Janeiro pour le quotidien français Le Monde. Anne-Dominique, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, cette incarnation de la politique brésilienne au beau milieu de festivités au carnaval, ça ne passe pas auprès de certains Brésiliens qui disent que la politique n'a pas d'affaire là. Oui, c'est exactement ça. C'est la droite qui s'est plaint de cet hommage qui a été rendu au président Lula par une école de samba lors de son défilé, parce que la droite considère que c'est de la propagande électorale anticipée, sachant que le Brésil se prépare justement à des élections présidentielles en octobre et que la campagne est censée seulement commencer en août. Mais qui a pris cette décision que Lula fasse partie du défilé du carnaval? C'est l'école de samba, parce que les écoles de samba sont comme des équipes de football, on va dire, et chaque année, elles organisent des défilés avec des thèmes. Et c'est une compétition. Et donc, cette école de samba, qui s'appelle Académicos do Niterói, a décidé de rendre hommage à Lula. Et c'est très commun que les écoles décident de rendre hommage ou d'organiser des défilés qui ont pour sujet une personnalité ou un chanteur de samba ou un artiste. Et cette fois-ci, c'est Lula qui a été sélectionné comme le sujet de ce défilé. Mais ce qui passe encore moins auprès de la droite que Lula, qui est personnifié dans ce défilé du carnaval, c'est qu'on se moque de Bolsonaro, l'ancien président, qui est en prison d'ailleurs. On l'a affublé d'une tête de clown, bref, derrière les barreaux. Ça passe pas, ça non plus. Alors, ça passe pas pour la droite, parce que la gauche, par contre, le célèbre. Et il faut savoir que c'est très commun aussi que le carnaval soit très créatif, qu'il y ait beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup de satire. Mais je pense que cette réaction de la droite, c'est aussi parce qu'elle est en position de faiblesse. Bolsonaro et l'ancien président Jair Bolsonaro se trouvent en prison, et c'est son fils qui, pour l'instant, semblerait être le candidat de la droite, mais il est présenté en tant que perdant face à Lula dans tous les sondages. Et donc, c'est probablement une des raisons de la colère de la droite. Et quelque chose qui agace aussi, je pense, les gens, c'est que ce défilé est subventionné par des fonds publics, alors qu'on mette Lula en vedette. Il y a là un genre de conflit ou une apparence de conflit d'intérêts entre les organisateurs du
du festival et le gouvernement brésilien? Alors, le carnaval est un moment très important pour le Brésil. C'est vraiment la fête la plus importante de l'année et c'est aussi un moteur économique pour Rio de Janeiro et pour le pays. Donc, le gouvernement fédéral, en effet, subventionne le carnaval à la hauteur de 2 milliards d'euros par an. Mais il faut savoir que les écoles de samba, elles ont la liberté absolue de choisir le thème du défilé. Et donc, si la droite, justement, dénonce un conflit d'intérêts, une tentative de propagande anticipée, d'un autre côté, la gauche, elle se défend en disant que le carnaval, c'est un moment de liberté où tout le monde peut s'exprimer et qu'il n'y a pas de place pour la censure. Bon, alors vraiment le clivage droite-gauche au Brésil également, comme bien d'autres endroits dans le monde en ce moment. Dominique Correa, je rappelle que vous êtes correspondante à Rio de Janeiro pour le quotidien Le Monde. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Laissons le carnaval, nous irons au Niger. Le projet du gazoduc transsaharien, TFGP, entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, revient sur le devant de la scène après plusieurs années d'incertitudes liées aux défis sécuritaires, financiers et géopolitiques. Les autorités des pays concernés affichent à nouveau leur volonté d'accélérer la mise en œuvre de cette infrastructure énergétique stratégique. Écoutons un récit signé Africa News dans ce grand journal. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu lundi à Alger le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte militaire nigérienne. La rencontre inaugure une nouvelle dynamique entre Alger et Niamey après des mois de bruit. Signe de ce retour à la normale, la relance du projet du gazoduc transsaharien. Long de 4000 km, il transportera le gaz extrait au Nigeria vers l'Algérie. Alors que l'initiative est dans les tuyaux depuis 15 ans, les plans du projet avaient été accélérés début 2025, avant la rupture entre l'Algérie et les États du Sahel, dont le Niger fait partie. Alger a promis par ailleurs son soutien au Niger qui coule sous le poids de graves difficultés économiques. Sont énumérés des projets dans les domaines de la santé et de l'éducation. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 17 février 2026. Avant de partir, couleur du temps pour aujourd'hui. Temps principalement nuageux avec possibilité de quelques averses de neige légères aux bruines. Glacé le matin, ce qui peut rendre certaines routes glissantes. Hauteur maximale prévue, température 41 degrés Fahrenheit. Température minimale la nuit autour de 32 degrés Fahrenheit. Un mélange de neige légère et de nuages est possible ou en matinée avant que le temps devienne plus stable en journée. Oui, voilà pour ce aujourd'hui. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal sur Swag Radio Erlich Dorelas. Depuis les studios de Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Passez la commande à Alexa chez vous. Alexa, Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. Swag Radio on air avec du style. Les infos sans cassure et sans bavure. C'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière. P-News, votre référence en matière d'infos. Allez, Brothers Café Créole, The Place to Be, la cuisine haïtienne sans limite. La cuisine haïtienne sans limite là-bas. Au 299 Main Street Everett, chiffre le 6 à 17, 294 14 25. Joyeux mardi, n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Et joyeux carnaval, joyeux mardi gras. Rendez-vous c'est pour demain. Au revoir, à demain.